bienvenue. Je m'appelle Régis Pouchon, j'ai 49 ans, je suis né le 8 septembre 1967, le même jour que Frédéric Mistral, qui est libre, un grand homme. Je suis agriculteur sur la commune de Mouriès, donc je possède des amandiers, des oliviers. J'ai voilà, oui. J'habite donc dans ce village de Mouriès qui est une grande historique, qui a su conserver ses traditions, sa culture et cette typicité du village provençal. Exactement. Avec ceci, je voudrais dire aussi que je m'étais engagé en 2011 au Front National et depuis, je milite activement. Tu as fait une campagne exceptionnelle, on va dire, pour les présidentielles. Voilà. Qui a fait pas mal d'adhésions, qui était là sur principalement quasiment tous les marchés de la circonscription et tous les boîtages. Toute l'équipe qui est là, elle peut en témoigner aux nouveaux qui nous ont rejoints ce soir, avec les boucles d'oreilles ou certaines boucles d'oreilles. Donc voilà, écoutez, je crois que je pense que j'ai tout dit maintenant, je vais laisser la parole. Du coup, je vais parler debout pour voir tout le monde et ça sera peut-être mieux pour m'entendre. Donc je vais me présenter, j'espère que je parle assez fort. Est-ce que tout le monde arrive à m'entendre jusqu'au fond? Tu m'entends? C'est bon? Donc je m'appelle Jean-Alexandre Mousset, je suis né en 85 moi à Château-Renard, à la clinique des Tours. Je suis conseiller municipal depuis mars 2014, conseiller d'agglomération aussi depuis mars 2014, Terre de Provence. Et j'ai été élu au conseil régional en décembre 2015 avec la liste que menait Marion Maréchal. Je fais partie de la commission agricole, je faisais partie de la commission agricole avec Marion, qui a démissionné récemment, et de la commission Massif Alpin, voilà, à la région. Moi j'aimerais revenir sur l'actualité vraiment là présente. J'ai reçu de la municipalité de Château-Renard qui a l'air un peu débordée par la campagne et qui normalement doit éditer une revue de libre expression à destination de toute la population bimestriellement, comme on l'a voté dans le règlement intérieur. J'ai reçu un mail de leur part, c'était avant-hier, en me disant qu'ils ne voulaient rien imprimer jusqu'au 20 juin, donc au surlendemain du résultat de l'élection législative, alors qu'ils m'avaient demandé une publication, enfin un texte en tout cas, pour le 25 avril. J'ai, de ma formation de juriste de l'Université d'Avignon, j'ai engagé un référé liberté au tribunal administratif de Marseille. Donc hier, j'attends la réponse du tribunal pour leur imposer la publication en fait très rapidement. C'est pas normal qu'en période électorale, on ne puisse pas s'exprimer. Eux, ils essaient de monopoliser tous les canaux. On voit bien que des fois, même la presse locale, s'ils essaient de faire des efforts, ben, c'est pas encore au niveau. Vous pouvez le constater même aujourd'hui, il y a eu un article sur la Provence. C'est quoi? Je veux profiter, donc je suis un profiteur de la vague bleu marine. Voilà, donc je vais vous lire le texte que normalement tous les châteaux-renardais étaient en droit de recevoir dans leur boîte aux lettres pour le bimestriel qu'on édite de mai à juin, et pas fin juin comme ils veulent le faire. Donc bonjour, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au premier tour de l'élection présidentielle, que ce soit du côté de l'organisation ou du côté des votants, avec 83,09% de participation à Château-Renard, pour le score de Marine Le Pen de 33,32%. On a du mal à croire que les Château-Renardaises et les Château-Renardais ne s'intéressent pas à la chose commune. L'écho de cet engouement se propage tout autour des villes voisines de notre cité maraîchère, avec des résultats similaires. Plus d'un tiers des électeurs se sont déplacés pour voter pour une candidate qui défendra l'agriculture de production sur notre territoire, avec par exemple la Graveson, 38,88%, premier tour, Mayenne, 35,28%, Rognona, 30,6%, Érag, 33,53% et Nove, 31,81%. N'en déplaise aux journalistes de la Provence, qui n'ont pas pris soin d'éditer les résultats de notre ville sur leur carte d'édition du 24 avril, sous prétexte qu'ils n'ont pas reçu les résultats avant minuit, alors qu'ils étaient connus dès 22 h. Je tiens à signaler que sur la carte, les scores des villes autour de Château-Renard sont entièrement faux. En effet, la candidate souverainiste est arrivée en tête devant l'ancien candidat de la majorité municipale. Parce que la Provence, sur cette édition du 24 avril, ils se sont amusés, au lieu de colorier de la couleur de marine tout l'arc-en-ciel qu'on avait fait du nord de la circonscription, avec la couleur de François Fillon.
Mais vu l'espoir qu'on a fait, ben, en fait, c'était faux. Donc il y a peut-être les incrédules se sont fait tromper. La deuxième partie de ce texte, ça se titrait de la girouette à l'éolienne château-renardaise, parce qu'au rythme où il change de candidat, au rythme où il change de soutien, c'est vraiment hallucinant. Avec un maire qui change de poulain plus vite que Lucky Luke en train de dégainer, on pourrait être perdu. Après le soutien et la visite à Château-Renard de Bruno Le Maire, architecte de la transposition de défiscalisation des produits agricoles marocains, c'est la directive 2522-2012 du 16 février 2012. Ça aussi dans la Provence, je n'ai pas cité juste un texte comme ça, c'est vraiment une défiscalisation. Cette défiscalisation, ça prévoit 1 milliard de frais de douane à l'encontre des productions françaises sur 10 ans. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais souvent les personnes ont du mal à boucler des budgets de fin de mois de 1000 ou de 2000 euros. Et là, on offre sur un plateau pour la production de tomates au Maroc 1 milliard. Voilà. Et la cheville ouvrière de cette politique-là, ben, c'est Bernard Henès qui installe les importateurs comme il veut sur tout notre territoire et qui est en train de transformer, et même qui a la volonté de transformer notre mine de production en une mine en fait, dédiée à l'importation de produits défiscalisés. Donc il a aussi fait venir, c'était Jean-François Copé, le candidat du pain au chocolat, le candidat des 0,3%. Après on a eu droit à Nicolas Sarkozy en août. C'est l'homme qui attaquait la Libye après avoir planté la tente de M. Kadhafi dans le jardin de tous les Français. Et voilà que notre maire, dernièrement, avant les présidentielles, il soutenait François Fillon Mordicus. Et François Fillon, pour le petit rappel, c'est le petit bonhomme qui a augmenté la dette publique française de 620 milliards. 620 milliards. Il y en a qui, dans la salle, je sais, qui sont très pointus sur les chiffres. Donc il me contredira. 620 milliards. 620 milliards. Tout ça pour le soir du premier tour, vu que le candidat a été éliminé, soutenir Emmanuel Macron. Avec Bruno Le Maire, qui était lui ministre de l'Agriculture en 2012 sous le gouvernement Sarkozy et qui a fait ses lois de transposition, je pense qu'on est en train de boucler la boucle. Les cadres locaux et nationaux des Républicains ont trahi encore une fois leurs électeurs. Ils appellent à voter carrément là, ils ont appelé à voter pour quelqu'un de gauche, et qui était responsable lui-même du marasme économique qu'ont vécu les Français sous le gouvernement de François Hollande. Voilà, donc moi je crois qu'on n'est pas en marche, mais on est plutôt à reculons, hein, Château-Renard, comme c'est parti. Donc ça, je tenais à le dire, je pense que c'est une bonne chose que les citoyens l'entendent. Donc ce texte-là n'a pas été diffusé parce que la municipalité elle souhaitait pas le voir diffusé. Je vais rentrer maintenant dans la campagne législative. Il y a deux projets majeurs, nous, sur le nord de la circonscription qu'on cherche à défendre. C'est d'une part la voie Léo qui aurait dû être faite depuis maintenant une quinzaine d'années et qui arrive petit bout par petit bout, mais qui sera peut-être même pas terminée d'ici 2025. Et d'autre part, le marché d'intérêt national, enfin le redéploiement qui est envisagé, il faudra y revenir dessus. En ce qui concerne la voie Léo, l'idée en fait primordiale, ça serait d'envisager un partenariat ou au moins l'impulsion d'un partenariat public-privé avec une société d'autoroute, parce que les finances, malheureusement les finances publiques ne sont pas au plus haut, pour essayer d'aller relier l'autoroute A7 à l'autoroute A9 et de désengorger toutes nos routes du nord de la circonscription qui deviennent impraticables aux heures de pointe. On voit le matin quand on veut prendre l'autoroute à bon pas ou quand le soir on revient de nord, c'est impraticable. Alors sur ce sujet, en tant que conseiller d'agglomération, j'avais essayé d'interpeller notre président de communauté d'agglomération et en tant que conseiller d'agglomération, justement, on a le droit de poser des questions diverses. Depuis, justement, ça fait 3-4 mois, systématiquement, il coupe le micro à chaque fois qu'on veut poser des questions diverses pour ne pas être confronté, ne pas répondre. Ma question, elle était simple, en fait, c'est pourquoi ne pas faire comme ce qui s'est fait à Piolin, une entrée d'autoroute vers Cabane, en fait, pour pouvoir aller directement vers l'Est, vers Marseille ou vers l'Italie, sans devoir passer une fois par la Durance, qui est surchargée par tout le trafic qui arrive du Vaucluse, pour repasser sur un pont routier de l'autre côté. C'est peut-être un modèle économique qui était viable quand ils ont fait la déviation de la Nationale 7 il y a 60 ans, mais là on voit que ça a touché ses limites.
On ne peut pas traverser 2 fois le même fleuve pour rien, alors qu'on pourrait très bien, en restant dans les Bouches-du-Rhône, partir vers Marseille, quoi. Donc sur l'Aléo, il y a une vraie problématique. C'est intéressant d'avoir une vidéo pour pouvoir poser ce problème. Après, il faudra aussi évoquer le problème du marché d'intérêt national de Châteaurenard. On était dans les années 1950 aux années 1970 le marché leader en termes d'exportation de fruits et légumes en Europe. Et on est devenu au fil des années, en 30 ans, rien que la ville de Châteaurenard a perdu 800 exploitations agricoles. On est devenu bientôt une plateforme d'importation de produits. Alors, l'interview que j'avais fait avec la Provence, justement, ils essayaient un peu, les journalistes, de me taquiner en se défendant en disant « mais on ne peut pas faire que de l'exportation, on est bien obligé d'acheter des bananes ». Et l'histoire de la banane, je trouve que c'est quelque chose qui est révélateur. Et encore une fois, on va pouvoir boucler la boucle sur l'histoire de la banane à Châteaurenard. La banane, c'était la banane, à l'époque des années 60-70, il y avait une guerre entre la banane française et la banane dollar, en fait. Une banane française, elle respecte beaucoup plus de critères phytosanitaires, de critères environnementaux, de critères sociaux, donc elle revient plus cher à mettre en œuvre qu'une banane qui a été produite au Costa Rica. Et à cette époque-là, en fait, le grand capital américain s'amusait via la CIA à déstabiliser les gouvernements de ces pays-là d'Amérique latine, justement pour avoir de la banane dollar pas chère. C'est ce qu'on appelle les républiques bananières. Le mot république bananière ne vient pas du tout en fait, de l'Afrique ou quoi que ce soit, ça vient vraiment de cette époque-là. Et à Châteaurenard, après avoir installé des importateurs de tomates marocaines défiscalisées, donc après avoir fait voyager sur des milliers de kilomètres des tonnes d'eau défiscalisées à l'encontre de tout bon sens au niveau écologique et au niveau social, au niveau environnemental, là maintenant on a une entreprise qui importe de la banane dollar, donc de la banane des républiques bananières. Je pense que si on le laisse faire, bientôt on va se retrouver à 15 agriculteurs, alors qu'on était 1200 exploitations agricoles il y a 30 ans, on reste aujourd'hui 80 agriculteurs sur le territoire. Il faut vraiment agir, sachant que c'est sûr, il y a des gens qui nous reprochent de parler beaucoup de Châteaurenard, mais ce marché d'intérêt national, il faisait vivre à la fois le Gard, il faisait vivre le sud du Vaucluse, il fait vivre aussi, à mon avis, peut-être même toute la partie en fait, au bord de la Durance, et perdre cet outil de vente au profit des agriculteurs, c'est vraiment tragique. La volonté délibérée, et ça a commencé. Il y a quelqu'un de la grande distribution dans les produits bio qui veut s'installer. Les bonhommes, ils prévoient déjà de faire 25 000 m² de frigo. C'est plus du tout à l'échelle de l'exploitation agricole typique provençale, familiale, comme nous, ce qu'on veut maintenir sur notre territoire. Alors après, il y aura un chantier à mettre en place aussi parallèlement à ça, parallèlement au non-redéploiement du mine de Châteaurenard dans la Durance et au bétonnage des terres. C'est travailler sur une AOC. Ça n'a jamais été fait en fait. Il y a une AOC sur les olives en fait, qui est prévue pour les Alpilles. Il y a une AOC sur le taureau de Camargue. Mais au niveau des productions végétales, qui sont vraiment le cœur de notre production sur la région PACA et sur le sud de la France, nous, sur notre territoire, sur la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône, il n'y a aucune AOC qui a été développée sur fruits et légumes. C'est assez bizarre, on arrive à produire des milliers de tonnes de fruits et légumes, mais on ne s'est jamais posé la question d'essayer d'augmenter la qualité, d'essayer d'augmenter nos volumes de vente, d'essayer d'avoir une marque, une spécificité. Pour la communauté d'agglomération, on a changé de nom, on est passé de Terre de Provence à... on est passé de, justement, communauté d'agglomération Rhône-Alpes-Durance à Terre de Provence. Et finalement, en Terre de Provence, ça sert à qui? Ça sert aux importateurs qui, quand ils vous font un mélange de jeunes pousses de salade où il n'y a rien de provençal, ils peuvent estampiller sur l'étiquette en toute légalité mélange provençal. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment remettre les choses à leur place. Tout ça, tout ce manque de cohérence, finalement ça finit par retranscrire dans notre économie. On voit bien que sur Châteaurenard ou même les villes alentours, il y a beaucoup de bars, beaucoup de commerces de proximité qui ont fermé. Si déjà au niveau des fournitures des grandes surfaces, elles ont un champ libre comme le marché d'intérêt national qui veut être développé, il ne faut pas s'étonner après qu'il n'y ait plus que des grandes surfaces qui croissent et que les centres-villes se meurent.
Voilà, moi j'en ai terminé pour le volet Château-Renardais. Je vous donne rendez-vous demain à Charleval, on a une réunion où on parlera plus du sud de la circonscription, avec des problématiques qui sont plus liées par exemple au pays d'Aix ou plus liées au pays salonnais. Merci à tous d'être venus, on va pouvoir partager le verre de l'amitié. Ah, et est-ce que vous avez des questions? Monsieur Moussier, le jour où vous serez député à l'Assemblée, qu'est-ce que vous allez proposer pour aider au développement économique de la région? Déjà, le volet justement le volet souverainiste qu'on veut développer, c'est déjà remettre en cause toutes les directives de défiscalisation, que ce soit pour la tomate ou pour d'autres productions, où il faut à un moment qu'on reprenne la main, soit déjà en enlevant ces directives de défiscalisation pour pouvoir être à niveau égal, je veux dire. Si vous traitez deux personnes qui ont une situation juridique égale, de manière inégale, vous créez une discrimination. Mais si vous traitez d'un côté des personnes qui travaillent à 40 centimes de l'heure avec des personnes qui travaillent à 15 € de l'heure, comme c'est le cas sur les directives de défiscalisation, et bien là aussi, si vous les traitez également, vous créez une discrimination, parce que c'est impossible de rattraper justement cet écart salarial, quoi. Donc il va falloir qu'on se penche justement sur ce problème de tous ces accords tiers avec les pays de l'Europe. Et il y a une solution qui est évoquée par Marine Le Pen, c'est taxer en fait les produits étrangers. Tout simplement, déjà 3% de taxes pour compenser la perte sociale que ça engendre sur notre territoire. Allez-y, soyez petits. Concernant l'agriculture biologique, tout à l'heure vous avez parlé de quelqu'un qui allait ramasser les légumes bio, l'agriculture biologique, à un entrepôt de je ne sais pas combien de mètres cubes. Donc c'est des légumes qui viennent de... C'est pas des légumes, quand vous avez 23 000 mètres ou 25 000 mètres carrés de frigo, déjà la société, c'est une société qui est à la limite de la grande distribution, c'est presque de la GMS en fait, et qui est orientée sur le bio. Ils ne font pas que des produits agricoles, mais sur les produits agricoles qu'ils font, certes ils vous disent pour justement pour la bonne image, ils vont vous dire nous on s'installe ici pour la production locale, mais en réalité la production locale elle n'est pas du tout capable d'assumer dans l'état dans lequel on est, elle n'est pas capable d'assumer la demande en fait. Et eux, ce qui les intéresse, c'est d'acheter une salade de Château-Renard et pour pouvoir en vendre 9 dans leur pourcentage de salade d'importation. Concrètement, que ce soit bio ou pas, ça ne change rien, quoi. Tout le système mondialiste, il est basé sur ça en fait, sur acheter des choses qui ont coûté moins cher dans d'autres pays pour les revendre et gagner sur le dos des Français qui restent en France. Les bio, en même temps, c'est une image, c'est pas... le bio, ça existe vraiment quand même. Il y a un label bio, etc. Après, c'est sûr que si c'est de l'exportation de produits bio, je crois que c'est 20 à 25% d'importation des produits bio, il y a le label bio, mais c'est déjà pas du bio. Donc déjà, ça pose un problème. Ça pose un problème. Allez-y, on est là pour ça. S'il y a triangulaire au second tour, quelle position on aura? S'il y a triangulaire au second tour, nous on est largement en tête. Les scores des élections régionales dans la circonscription, on était à 50,5% au deuxième tour. Et on était aussi en tête au premier tour. Donc on gagne la circonscription régionale. Au présidentiel, il y a eu un petit tassement, on était à 48,6% pour la circonscription au second tour et quand même en tête au premier tour. Donc normalement on devrait franchir le premier tour en tête. Vu la déliquescence de la droite, on voit bien que de toute façon que sur les voix, le report de voix en tout cas, qu'il y a eu sur Marine Le Pen dans la circonscription le lendemain, le soir du second tour en fait, on voit bien qu'il y a la droite souverainiste, elle a pris vraiment l'ascendant sur une droite mondialiste, quoi. Il y a la moitié des électeurs de Fillon qui sont venus chez nous et quasiment un quart ou un vingtième ou 20% des électeurs sont allés justement sur la ligne Macron. Même en seconde position, même en seconde position, de toute façon, le second est forcément repêché.
il faut faire 12,5% des inscrits pour être qualifié au second tour. Ce qui veut dire qu'avec un taux de participation, à mon avis, les gens sont quand même un peu désabusés de la politique nationale. Il y en a beaucoup qui ont envie d'arrêter parce qu'à chaque fois, on nous a fait pendant 30 ans le coup de un coup à droite, un coup à gauche, un coup à gauche, un coup à droite. Puis là maintenant que la cohabitation ça marche plus, maintenant on fait droite et gauche contre le Front National. Et on se dit que finalement ils auront toujours une parade ou un système, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu dégoûtés de tout ça. Ça risque d'être compliqué justement pour atteindre une triangulaire pour le troisième. 70% de participation à peu près si on regarde l'élection précédente en 2012, l'élection législative précédente, il faudrait que la personne elle fasse entre 20 et 23% de voix. Ça me paraît compliqué quoi. On voit très bien qu'à gauche ils partent en ordre dispersé, avec d'un côté la France Insoumise et les Mélenchonistes, deux candidats je crois Europe Écologie Les Verts, un candidat PS, un candidat En Marche, ça part dans tous les sens et justement si on avait voulu une triangulaire il aurait fallu que la gauche parte concentrée et là elle part divisée quoi. Je tenais à rappeler d'ailleurs sur la vidéo, il y a un débat qui va être organisé avec tous les candidats, c'est salle de l'Alpillion. C'est à 21h et c'est le 6 juin. Alors le 6 juin, je crois que c'est un mercredi, il faudrait vérifier. C'est un mardi? C'est mardi 6 juin. Pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant. 21h, salle de l'Alpillion. C'est une nouvelle salle à Saint-Rémy-de-Provence. Au lieu de rentrer dans la ville, quand vous êtes au premier rond-point, vous tournez sur la gauche comme si vous alliez à Nord. Et après, c'est juste à côté en fait. C'est devant le skatepark. Ou derrière le skatepark de Saint-Rémy-de-Provence. Il y aura normalement tous les candidats qui sont invités. Après les derniers qui n'avaient pas donné de réponse encore, je crois que c'était Bernard Hennes. Vous y allez? Moi j'y vais. Quelle date s'il vous plaît? Le mardi 6 juin 21h à Saint-Rémy-de-Provence. Allez-y, soyez pas timides les nouveaux. Pour les produits phyto, là, comme l'Espagne, il faut rentrer des tomates et des tours. Ah ben, il n'y a pas de contrôle. C'est exactement ce que je disais, c'est on ne peut pas traiter également des produits, par exemple, qui ont des situations juridiques inégales. En France, on n'a pas le droit d'utiliser certains produits phytosanitaires et on est contrôlé pour ça en fait en tant qu'agriculteur. Et en Espagne, on va vous faire rentrer des produits qui sont produits avec ces produits phytosanitaires interdits en France et qui eux peuvent rentrer sur le sol français. C'est quasiment, enfin c'est hallucinant en fait. Et c'est tout le paradoxe